Bonjour les amis, il s'agit de l'extrait d'un entretien plus long tourné avec Maître Ardavan Amir Aslani, avocat d'affaires et écrivain, spécialiste de géopolitique, dans lequel nous avons traité de questions de politique internationale, de sanctions internationales ou encore d'intelligence économique. Nous vous invitons évidemment à visionner cet entretien en totalité, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu, mais nous vous invitons aussi à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche pour nous envoyer de la force. Allez, bon visionnage. Ma question est simple. À quoi joue la Turquie? Déjà, cette image-là, si vous voulez, est une image assez iconoclaste parce que les trois pays qui sont là sont en conflit les uns avec les autres. Donc cette image d'unité véhiculée n'est qu'une sorte de mirage. L'Iran a un conflit avec la Turquie sur la volonté de la Turquie de creuser à travers le territoire souverain de l'Arménie ce corridor pour permettre à la Turquie d'avoir un accès terrestre à tout le Caucase du Sud et de là à l'Asie centrale et encercler l'Iran par les pays qui relèvent, d'après Erdogan, de civilisations altaïques turco-mongoloïdes. L'Iran a un contentieux avec la Russie dans beaucoup de domaines. La Turquie a un contentieux avec la Russie sur la question des Tatars qui existent aujourd'hui en Crimée. Donc en fait, c'est une belle image, mais l'image ne traduit pas la réalité. Ce que veut la Turquie en fait. La Turquie d'Erdogan, aujourd'hui, est en train de s'organiser autour de trois thèmes. Thème principal, les trois sont aussi importants, donc premier thème en fait, pas principal, le néo-ottomanisme. Erdogan, en cette année anniversaire du centenaire de la création de la République turque par Mustafa Kemal Atatürk, est en train de faire l'inverse. Ça est en train de tuer la laïcité, un mode de gouvernance séculier pour le remplacer par l'islam des frères musulmans. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Le néo-ottomanisme aujourd'hui dans la bouche d'Erdogan, c'est la Méditerranée orientale, c'est la contestation des territoires grecs à proximité de la frontière turque, c'est la renégociation de l'esprit du traité de Sèvres, c'est la renégociation des dispositions du traité de Lausanne, c'est la contestation de la zone d'exploitation en mer de Chypre, c'est les bombardements quotidiens des Kurdes au nord de l'Irak, au nord de la Syrie. Ça, c'est le néo-ottomanisme d'Erdogan. Il y a aussi le califat, c'est-à-dire sa volonté de refaire de la Turquie le chef suprême de la communauté sunnite mondiale. Parce que même si les Saoudiens ont aujourd'hui les deux villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine, sur leur territoire, ils l'ont sur leur territoire depuis leur indépendance dans les années 30. L'Empire ottoman l'avait depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc Erdogan aimerait redonner à la Turquie, à travers une sorte de modernité quand même que l'économie turque incarne, un nouveau rôle religieux, d'être celui de chef, de leader du monde sunnite face à l'Iran chiite. Troisièmement, c'est le pan-turquisme ou le pan-touranisme, la volonté de la Turquie de retrouver sa gloire passée, ses racines avec les steppes de l'Asie centrale. Faire en sorte à ce que ce pays devienne le phare de tous les pays turcophones de l'Asie centrale, ces pays musulmans de l'ex-Union soviétique, y compris les territoires autonomes ou les pays, et l'Azerbaïdjan dans le Caucase du Sud. Eh bien, ils le font à travers le concours militaire que la Turquie a apporté en faveur de l'Azerbaïdjan dans cette guerre abominable à l'encontre des chrétiens d'Orient que sont les Arméniens. C'est sa volonté, si vous voulez, de concurrencer l'Iran, qui a son propre mot à dire en termes civilisationnels, en termes linguistiques, en termes culturels en Asie centrale, dans le Caucase. Donc aujourd'hui, Erdogan aimerait couper avec la démarche initiée par Atatürk, cette démarche vers un mode de vie séculier et un regard vers l'Europe, pour le remplacer par un retour vers la gloire retrouvée du passé et un regard vers l'Est, vers l'Orient. Et alors, c'est particulièrement cocasse et je pense qu'on a du mal à comprendre ce jeu-là, puisque ce retour, cette volonté de puissance turque, comment peut-elle s'accommoder d'une appartenance à l'OTAN, comme la France, n'est-ce pas, et je dirais d'un alignement avec les États-Unis. Comment faire cette synthèse étonnante? On peut pas. On peut pas.
Votre question est très pertinente. On ne peut pas. D'ailleurs, la Turquie n'a pas sa place au sein de l'OTAN. Ça veut dire quoi, ce pays qui est membre de l'OTAN, qui est en conflit territorial avec un autre pays membre de l'OTAN que la Grèce? Ça veut dire quoi, ce pays membre, soi-disant, du continent européen, faute d'être membre de l'Union européenne, chose qui n'arrivera pas de sitôt, alors qu'ils sont en conflit, si vous voulez, avec Chypre. Comment peut-on, si vous voulez, considérer que la Turquie est membre de l'OTAN, alors que sur la base d'Incerlik, qui est la principale base de l'OTAN en Turquie, ils refusent l'accès aux avions américains pour faire des missions au-dessus de l'Irak, où ils installent des S-400, le système de défense antiaérienne russe qu'il a acheté, à côté des F-16 américains qui sont stationnés sur place. Comment peut-on aujourd'hui aspirer à être dans l'OTAN quand demain, s'il y a un conflit entre la Serbie et le Kosovo, la Turquie voudra sûrement déployer des troupes en faveur du Kosovo? Moi, je pense que si Erdogan est élu, on le saura dans exactement 10 jours à compter d'aujourd'hui, la Turquie, à brève échéance, va quitter l'OTAN. Et alors, ma question, peut-être que je vais vous taquiner avec cette question, mais est-ce que quelque part, est-ce qu'Erdogan n'est pas en train de mener une politique gaulliste? Le gaullisme, si vous voulez, avait effectivement comme principe cette voie médiane, la voie de l'indépendance française, coûte que coûte par rapport aux superpuissances mondiales. Mais en filigrane, il y avait le bien-être des Français. Il y avait l'essor économique de la France. Il y avait le progrès scientifique de la France. Erdogan, pour l'instant, ce n'est que la rhétorique de la gloire passée retrouvée, qui n'est même pas retrouvée d'ailleurs. Et puisque l'économie turque aujourd'hui est en ruine, un taux d'inflation qui, au bas mot, d'après la Banque centrale turque, est à 80%, d'après les experts, à 150%. Les investissements internationaux dont la Turquie est fortement dépendante réduisent un peu de chagrin. Pays qui, sous un ancien Premier ministre, Ahmet Davutoglu, disait que la stratégie, c'est zéro problème avec les voisins, qui aujourd'hui a des problèmes avec tous ses voisins. Le gaullisme n'est pas, si vous voulez, que des hurlements à l'est et à l'ouest. Il y avait une réalité majeure assurant le bien-être et le positionnement du pays. C'est pas le cas d'Erdogan. Aujourd'hui, en fait, il pense qu'en tenant tête à l'Europe, en insultant le président français, en menaçant l'Allemagne avec la présence des millions de Turcs sur le territoire de l'Allemagne, par exemple. Aujourd'hui, il plaît à cette bourgeoisie nouvellement enrichie de l'Anatolie qui relevait de la paysannerie il y a 40 ans, et qu'en fait, c'est sa base électorale. Oui, il réussit à tromper l'électorat turc. Mais est-ce que, pour autant, on peut le qualifier de gaulliste, pour autant on peut le qualifier de nationaliste? Il a la velléité d'être un religieux nationaliste, un califat nationaliste, parce que en même temps, il aimerait assurer l'intégrité territoriale du pays, tout en restant très islamique. En fait, c'est Atatürk, la laïcité en moins. D'où le regard négatif qu'il a vis-à-vis de tout mouvement autonomiste dans la région, vis-à-vis de la question kurde qui n'est toujours pas réglée. Je vous rappelle que sur ces 40 dernières années, il y a eu 50 000 morts dans toute la région orientale de la Turquie, au départ de Diyarbakir, cette ville importante dans cette partie de la Turquie. Donc, n'est pas De Gaulle qui veut, en fait. Et pourtant, la Turquie est-elle sous sanction internationale? Il n'y a pas de sanctions à l'encontre de la Turquie aujourd'hui. Pourquoi, justement? Parce que la Turquie fait peur. Imaginez l'Europe. Est-ce que la Turquie peut sanctionner, est-ce que l'Europe peut sanctionner la Turquie? Le lendemain, il va ouvrir les vannes, comme il le dit. Sur l'Europe, on aura des millions de réfugiés sur le territoire européen. Est-ce que les institutions démocratiques, républicaines des pays européens pourront se maintenir face à une nouvelle vague majeure de plusieurs millions d'étrangers qui arrivent, des Irakiens, des Syriens, des Pakistanais, des Afghans? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Il va envahir la Grèce. Il l'a dit. Il a dit un jour, Grec, attention, un jour vous allez vous réveiller et nous, on aura débarqué la veille. Faire ça à l'encontre de la Turquie, c'est risquer un conflit militaire, risquer un flux migratoire incontrôlé, risquer l'instabilité de la région. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne contrôle pas. Parce que c'est quelqu'un qui a une vision, dans son esprit pragmatique, orientée vers la gloire de la Turquie, sans forcément vers l'intérêt immédiat de la Turquie, l'intérêt du peuple turc, en tout cas orienté vers sa gloire. Donc personne n'osera le faire avec la Turquie. Pareil, si vous voulez, avec d'autres pays de la région qui sont capables d'exercer leurs menaces sur un champ concret. La Turquie est donc quelque part, elle aussi, un chien galeux, entre guillemets.
Comme Ils aimeraient l'être. Et en tout cas, ils sont sur la bonne voie pour le devenir.